sécurité technique, je suis combien Nicolas. Salut Nicolas! J'aime tellement ça, faire nos petites introductions. Ah, puis là, tu m'as déstabilisé un peu parce que j'essaie de me dépêcher, pas tu le fasses. Je fait pareil. Bon, maudit, on est à Google Next. Yes. Comme maintenant la tradition, parce qu'on est rendu la deuxième fois, le veut, on enregistre. Live, semi-live, on est live, là, sur place. Ça va encore. On n'est pas tout à fait sur les lieux, mais on est comme correct. Là, on a une bière. Fait que là, c'est peut-être un peu mieux. La bière a fait de la magie. C'est un peu mieux que sur site parce que là, on a une bière qui nous accompagne. Fait qu'on est au Beer House, fait chaud, fait soleil. C'est plus le fun que San Francisco. Mais là, j'ai fait mon hystérie parce que j'ai constaté que c'est la première année que je faisais à Vegas. Et c'était San Francisco, leur spot, puis ils l'ont abandonné. Moi, je trouve ça malheureux parce que je trouve ça plus chaleureux San Francisco. Même si c'était ma première fois que j'y allais l'année passée, mais... c'était mal foutu un peu l'année passée. C'était compliqué, là, trimballer entre les sites. Puis c'était beaucoup plus petit aussi. Cette année, c'était énorme. Ça n'a aucun sens. 30 000 mais c'est aussi difficile de se déplacer là que ça l'était. Long. Parce que c'était genre, j'ai mal aux jambes. J'ai mal aux jambes, c'est l'asile. Comme c'est immense de se retrouver dans les salles et les affaires. Mais bon, bref, après 3 jours, là, je sais comment se trouver, puis ben, c'est fini. Fait que là, ça ne servira plus à rien. Mais l'année prochaine, ils reviennent à la même place. Fait que j'ai de l'accumulation. Je vais peut-être revenir l'année prochaine aussi pour maintenir la tradition. Il faut faire ça sur une 3e année, c'est vraiment sharp. Bon, commençons par toi. Parce que toi, l'année passée, tu avais des annonces. Ouais. Cette année, c'est différent. Ben, c'est ça. L'année passée, on avait eu la liste de toutes les annonces. Cette année, je ne l'ai pas encore vue. Peut-être qu'on l'a eu, mais je ne l'ai pas encore vue. Là, je me ramasse avec un beau problème. Là, juste pour mise en contexte, moi, cette semaine, j'avais du boot duty. Fait que j'étais au kiosque de sécurité, puis je rencontrais des clients, je parlais à du monde. Puis en plus de ça, j'avais une présentation aujourd'hui. Tu apprenais le français à une de tes collègues. Oui, c'est ça. Il y a une de mes collègues qui essayait de comprendre la différence entre le français de France et le français québécois. On lui a montré les jurons. Elle a trouvé ça pas mal drôle. Puis bref, c'était vraiment cocasse. Mais la réalité, là, c'est qu'avec ma présentation que j'ai eue même aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de suivre aucune de nos annonces, à part celle que moi, j'étais impliqué. J'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'on a fait de spécifique? J'ai pas eu le temps d'assister à aucune session. C'est plate, mais tu sais, je travaillais, je rencontrais des clients. Fait que là, on va faire quelque chose de spécial cette fois-ci pour le podcast Édition Next. Toi, tu vas me raconter ce que tu as vu. Puis moi, je vais te dire comment moi, je crois que ça va affecter nos clients. Puis c'est quoi que ça va changer chez les clients qui utilisent le cloud de Google. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bon, on va faire ça un peu comme ça. Puis de toute façon, moi-même, j'ai été un peu moins flabbergasté que l'année passée. L'année passée, première fois, tu sais, honeymoon, tout sympathique, j'en ai pris plein d'affaires. Puis en même temps, l'année passée, pour moi, ce que je peux comprendre, pour Google, c'est une année de transition au niveau de l'acquisition de Mandiant, l'intégration du AI en sécurité et tous ces éléments-là, ça faisait quoi? À peu près 1 an que ChatGPT était sorti à ce moment-là. Fait qu'on était dans un univers qui venait de changer. Fait que Google était en train d'apprendre à faire quelque chose avec le AI, pas le AI, avec le AI génératif. Oui. On s'entend, c'est différent. Exact. Et c'est des faisait ça, fait qu'il y en avait beaucoup de conférences que j'ai trouvées très intéressantes l'année passée. Il faut dire, c'est au mois d'août, là. Ça fait même pas 1 an, là. Fait que, pour moi, j'ai à peine le temps de digérer, puis là, j'étais genre en train de me relancer dedans. La différence, c'est que là, je comprends davantage certaines notions qui étaient peut-être plus escamotées l'année passée. C'est-à-dire, tout le volet, c'est qu'avec Grounded, l'année passée, il utilisait le terme à fond, mais j'ai vu aucune séance où il expliquait pourquoi c'était Grounded. Ouais, à ce moment-là, moi, j'étais un peu, oui, Grounded, c'est le fun, là. J'aime le concept, mais pourquoi? Je comprends. Qu'est-ce que ça fait? Cette année, moi, je suis arrivé là dans un contexte avec déjà cette connaissance-là, de dire Grounded, et là, je me suis fait expliquer. Puis il y a eu des séances, puis là, il explique vraiment comment c'est fait, comment ça se passe, puis c'est parce que probablement qu'il était un peu plus AI cette année que l'année passée. L'année passée, c'était plus sécurité, un peu moins AI ou AI en sécurité, peu importe. Là, c'est plus difficile de trouver des séances pure sécurité cette année que l'année passée. Et c'était beaucoup plus AI ou sécurité avec du AI. En tout cas, bref, un peu de mélange comme ça. Fait que, bref, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant. Il y avait moins de démonstrations, genre il y avait moins de chronicle, moins d'éléments comme. En tout cas, dans les séances que j'ai choisies, là, je peux me faire laisser des dates parce qu'il peut-être en avait une, j'ai juste pas vu passer parce que j'étais, ça je dois l'avouer, de dernière minute. Fait que j'ai juste choisi le mieux que je pouvais. Mais bref, moi, ce qui a changé ma perception, c'est que là, je comprends le AI encore plus loin que je comprenais l'initiation que j'avais eue l'année passée. Fait que là, je suis dans un contexte où je vois
Puis même, genre, je t'ai challengé des choses parce que tu es venu me présenter même au Secure sur ça. Oui. Puis ces choses-là, puis Oui, derrière, oui. j'ai vu de tes slides du Secure, je les ai vus. Oh non. Oui, c'est vrai. Ça je l'ai Oui. trouvé drôle que les slides que j'avais présentés au Secure sont slippés dans les decks de Next. C'est particulier, c'est le fun. Ben, c'est le fun pour toi parce que tu avais du contenu qui était un peu plus edge, puis je trouve ça vraiment sharp. Comme organisateur d'événements, je trouve ça vraiment sharp. Mais il parlait de ces genres d'éléments-là. Puis là, il amène pour moi une conversation au niveau AI beaucoup plus intéressante, plus mature, où j'étais dans les sessions où c'était plus intéressant pour moi parce qu'on parlait justement des risques. Mais on aurait parlé des risques, pas on s'excite comme l'année passée, disons, on va le faire vomir du chose, puis on est content. Là, il y a comme une compréhension davantage de ces risques-là associés au AI, comment le faire vivre dans le privé. J'ai eu une séance sur le Confidential AI qui est très intéressante, qui est pour moi une suite de ce que j'ai eu l'année passée. C'était du Confidential Compute. Beaucoup l'année passée, là, je suis beaucoup plus Confidential AI. Fait que comment faire exécuter du AI vraiment Confidential, c'est-à-dire que même Google ne voit pas le contenu. Puis ça, tu l'avais expliqué un peu au Secure, mais je dois l'expliquer davantage. Ouais, c'est ça, parce que dans les faits, là, quand nous, on roule la plateforme Vertex, chaque client a son propre tenant. Ça, c'est pas tant différent de ce qu'on voit traditionnellement pour n'importe quelle application. Vous avez votre tenant, c'est ça. Sauf que pour Vertex AI, c'est un API. Puis pour cette API-là, on crée aussi un autre tenant qui est géré par Google pour chaque client. Ça veut dire que si on a 10 000 clients, on va avoir 10 000 tenants Vertex AI. Ces tenants-là vont être isolés entre les clients. Fait que ça a plein de bénéfices en cybersécurité. C'est que tu ne peux pas avoir de données qui te transfèrent d'un client à l'autre. Puis ça, on ne veut pas ça. Il n'y a pas personne qui veut ça. Donc, être capable d'avoir son propre tenant géré par Google. Donc, quand on gère Gemini, ben, le modèle Gemini, il roule dans le tenant Google spécifique d'un client. Puis, il ne peut pas avoir aucune interconnexion avec ceux des autres. Ben, c'est un énorme avantage parce que pour ce que j'entends autour de moi, parce que les gens mélangent. Puis d'ailleurs, j'écris des textes là-dessus ces temps-ci là, j'ai des demandes. Et là, on voit à quel point les gens ne comprennent pas ces notions-là. Ils mélangent le fait de ChatGPT, qui est un gros blob essentiellement. Là. Puis c'est pas pour dénigrer le modèle, mais la façon qu'ils ont fait, eux sont fait du go-to-market le plus vite possible. Fait qu'ils se sont garochés avec un modèle, avec un gros tenant que tout le monde utilise, que ce soit un payant ou pas. Quand ils disent qu'ils ne s'entraînent pas les données, OK, fine, ils n'entraînent pas avec les données des payants, mais il reste qu'on utilise le modèle global de tout le monde. Et la fuite d'informations, elle est quand même présente dans un contexte de gros blobs que quand tu vis dans des tenants séparés, là, dans ce cas-ci. J'ai assisté récemment à des sessions sur le Safe. Parce qu'à chaque semaine, il y a des calls avec le groupe de discussion du Google Safe, le Secure AI Frameworks. Tu te rappelles, on avait déjà fait un podcast là-dessus ensemble où est-ce qu'on expliquait que le Safe, c'est vraiment les principes de sécurité liés à l'AI que Google utilise pour ses propres besoins. Puis c'est pas un blurb marketing, c'est pour de vrai. Il y a un vrai call interne. Puis j'ai le privilège d'être capable d'assister à ça où est-ce qu'ils expliquent toutes les notions de cybersécurité qui sont appliquées à l'interne, les nouvelles choses qui sortent, comment on a l'intention de protéger chacun des produits de Google. Fait que ça, j'apprends énormément quand je m'en vais là-dessus. Puis ce que tu mentionnais, c'est à quoi tu fais référence, c'est exactement ça qui était récemment dans un des appels. Là. C'est ça, il y a ça. Dans les autres conférences que j'ai vues, il y en avait expliqué tous les threat models. Ça, j'ai trouvé ça le fun parce que là, on parlait de façon sérieuse, pas genre j'essaie de m'improviser, là, des vrais dudes, dans ce cas-ci de chez Mandiant. Et une dude, pas juste un dude masqué, il y avait une dude aussi. C'est bon. Oui, puis elle était particulièrement comique. Je juste trouve ça très triste que cette présentation n'a pas été enregistrée parce que la présentation était top, là, puis tu avais beaucoup d'humour, puis beaucoup de choses étaient très drôles. Mais bref, puis il parlait de la modélisation de la menace en AI. Puis ils disent, au final, c'est comme n'importe quoi d'autre. Puis c'est là où on est en train d'errer parce que les gens sont énervés. C'est la même fucking. Je vais mettre le podcast, l'épisode va être explicite. Ça va faire pip. Non, même pas. Juste le tag explicite. just too bad. Attention pour vos oreilles. Et d'arrêter de s'énerver. Puis l'essentiel de ce qu'ils disaient, puis il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de nuances dans leurs propos, puis que je ne prendrai pas là parce que j'ai le temps que ça atterrisse dans ma tête de faire du sens. Mais si ton infrastructure est à chier, ben, tu peux dire autant que tu veux sécuriser ton AI, tu le sécurises sur ton infrastructure qui est exact. Où t'es pratique. Ça, c'est parce que 80-90% du stack AI
c'est des choses qu'on utilise déjà depuis longtemps. Puis là, d'ailleurs, dans cette présentation, la nuance qu'il apportait, il dit, puis ça, je trouvais ça très drôle parce que c'est les clients qui, il y a plusieurs années, disent non, le cloud, je ne serai jamais à ça. C'est le diable incarné, je n'irai pas. Ça a pris quelques années, puis une année, ils se sont dit, ouais, non, finalement, c'est bon. Mais ça a pris des années avant qu'ils fassent le virage. Donc, il y a une maturité qui s'est acquise. Le marché est mature. Le AI, le problème, c'est quand ChatGPT est sorti, non, j'utilise jamais ça, c'est le diable. Tout le monde en veut maintenant. Puis là, on parle en 2024, tout le monde en veut. Là. Ben, on est là. On a été témoin de ça à la conférence. C'était AI all the way. 30 000 personnes qui ont assisté à ça, puis je peux te garantir que tout le monde, c'était le sujet de l'heure. Fait que tôt ou tard, ce qui arrive, c'est que là, nos clients qui viennent ici, ils vont sortir de Google Next ultra allumés, ça va être des vrais sapins de Noël, puisqu'ils vont retourner, à la maison, puis ils vont dire j'en veux. Oui, mais c'est ça, mais en même temps, c'est tout le volet RAG là, qui est quelque chose de très intéressant. Puis là, la façon que maintenant il est formalisé, là, il y a comme une approche, on n'est plus genre je veux quelque chose de bizarre. Je dis maintenant, je veux un modèle, là, dans le fond, de langage naturel qui soit capable de chercher dans mes données. C'est ça que les gens en veulent au final. Et c'est ça que le RAG fait. Donc, le AI sert juste de pont entre les données et la personne qui est dans l'interface. Ah, absolument. Puis, je te dirais qu'en ce moment, peu importe, quand moi je rencontre des clients, la demande numéro 1, c'est vraiment ça. Ils sont pris avec un paquet de données de toutes sortes de nature, là, des données financières, des données de contrats, des données de production, de ressources humaines. Puis là, ils essayent de démêler ça depuis des années. Puis les LLM fonctionnent très bien avec des données non structurées. Tu sais, quand tu as une base de données, le SQL, ultra segmentée, structurée, faire des requêtes, là, ben, une fois que tu as une coupe de skills SQL, ben, c'est pas trop compliqué. Le problème, c'est pas tant ça. Le problème, c'est quand tu as une montagne de données non structurées, ben, c'était impossible jusqu'à tout récemment de chercher ça. Là, la question, c'est évidemment quand on veut monter une application, quand on veut régler ce problème d'affaires-là. C'est-à-dire que tu as des clients qui arrivent et qui disent ah ben moi, j'ai des tonnes de contrats, j'ai des ententes à respecter, mais chaque client que ces clients-là ont, ben, ils ont des termes de services différents, mais là, ils sont perdus un peu, ils essaient de se retrouver là-dedans. Ben, prennent la montagne de contrats qu'ils ont, passent ça dans le cruncher, mais comment est-ce que tu t'assures que ça ne va pas aller chercher de l'information externe? Comment tu t'assures que ça ne va pas halluciner? Parce que, tu sais, si tu es une compagnie de livraison, tu es une compagnie ou tu es un organisme dans le monde de la santé, puis tu décides d'halluciner quelque chose, ben, il peut y avoir des incidences importantes. Là. Fait que c'est critique que la réponse à des questions n'hallucine pas. Oui, puis c'est là où j'ai compris. C'est ce qu'il voulait dire par grounded, c'est justement ces éléments-là. C'est que dans le fond, tu as une ou des bases de données que dans le fond, dans un RAG, que tu vas juste comme overlay par-dessus le modèle fondamental. Dans le fond, c'est ça, tu prends un modèle fondamental. Il y en a plusieurs, là. Tu sais, il y a Gemini chez Google, Mistral, Claude 3. Oui, parce que nos clients, on ne les loque pas à Gemini. Ça, c'est une affaire que j'ai eu à discuter énormément au bout de cette semaine. Les clients, ils venaient nous voir, puis ils nous disaient ouais, mais qu'est-ce qui se passe si je veux utiliser Mistral? Moi, Gemini, c'est correct, mais on entend parler que il y aurait peut-être d'autres modèles. Mais tu sais, nous, le défi que j'ai, c'est beaucoup de nos clients, ils nous abordent en disant hey, on va essayer Gemini, puis on dirait que c'est comme tout ou rien. Ils disent ah, ben si c'est pas Gemini, ben ça sera OpenAI. Mais non, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est vraiment la plateforme. Par la suite, ton modèle, il est jetable, tu vas changer. Fait que ce soit Mistral, que ce soit pas OpenAI, mais que ce soit les autres modèles qui sont disponibles sur le Model Garden, ben, ultimement, tu vas tout le temps le remplacer. Puis, guess what? Tu vas tout le temps en avoir un meilleur qu'un autre. Ça va évoluer. Ils ont plusieurs versions là, parce que à l'heure actuelle, je joue beaucoup avec Claude 3 parce que je le trouve très cher. Pour un certain nombre de choses, je le trouve vraiment bien, qui est disponible justement dans le Garden. Mais tu utilises Claude 3, les 3 itérations EQ, Opus puis Sonnet. Mais tu as Claude 2, tu as Claude 1.5 puis tu as Claude 1 disponible. Mais aussi, tu vas avoir Mistral, tu vas avoir Gemini, tu vas en avoir plein d'autres. Puis, je vais faire un crush parce qu'on a parlé de Grounded. C'est si on veut voir ce que ça ressemble du Grounded, Gemini public, pour le grand public, le fait à l'heure actuelle des éléments grounded, c'est-à-dire que quand on pose une question, puis ça, c'est le seul que j'ai vu jusqu'à présent qui le fait, ça démontre comment ça fonctionne pour le grand public, comment c'est groundé. La réalité, quand on le voit en dessous, puis c'est ce que j'ai appris beaucoup cette semaine, c'est comment ça fonctionne en dessous, comment on fait la magie pour grounder tes affaires. Puis ça, moi, j'étais flabbergassé, puis là, je tripe au fond.
Fait que là, j'ai pris des. Je me suis payé des API pour m'amuser avec ça. J'ai ouvert mon compte GCP. Je suis vraiment là. J'étais en feu cette semaine. J'ai ouvert toutes mes affaires. Mais là, je comprends davantage comment qu'on vient rattacher. Mais quand on veut le voir, Gemini, moi, j'ai Gemini Advance, ça. Fait que peut-être que c'est encore le pro. Je sais pas si ça peut être Gemini Advance, ça, c'est quand tu arrives, oui, avec le paid subscription, c'est ça? Oui, ça, je paye. Ah oui, non, mais je paye. Ces affaires-là, parce que justement, je ne veux pas que mes données soient utilisées, fait que je paye. Fait que, puis je vais avoir accès à la bonne version le fun. Je veux pas le jouet pour les enfants. Là. Moi, je veux. Puis le Gemini Advance, lui, il utilise le modèle 1.5 Pro, qui est quand même très, très bon. Moi, je l'utilise souvent. Tu sais, pas nous, à l'interne chez Google, ben, on a tous les boutons allumés à on. Là, fait qu'on on l'a. Ça m'a tout le temps impressionné ce qui sortait de là. Quand on parlait de Grounded, ben, il te sort la nouveauté. Là. C'est vraiment qu'il est capable de te sortir le résultat direct de l'engin de recherche de Google. Ça, il n'y a pas d'hallucination possible dans ça. Là. Oui, c'est ça. Puis c'est très intéressant. Puis quand tu regardes dans la documentation, parce que je suis dans Vertex, parce que je vais m'amuser avec Vertex aussi, là, tu vois, tu as même des stats quand tu as les données du API qui sort. Tu as exactement toutes tes stats. C'est grounded, non, de telle façon, on va citer source à tel pourcentage. Puis c'est vraiment cher parce que on commence à avoir, du moins pour les développeurs, des outils sérieux. Puis je trouve ça cher parce que je n'ai pas trouvé de documentation équivalente nulle part ailleurs jusqu'à présent. Prove me wrong. Fait que si vous n'êtes pas content, prouvez-moi que j'ai tort. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé de documentation chez les autres grands fournisseurs, pour ne pas les nommer, qui permet d'expliquer ce genre de choses-là, qui permet de comprendre puis de voir des calls d'API, jouer avec, comment je veux jouer avec l'autre, comment je veux jouer avec Mistral, comment je veux jouer avec ces différents modèles-là dans ces plateformes-là. Puis en plus, c'est ça que j'ai appris cette semaine, ça coûte super pas cher ces affaires-là. C'est 1 million de tokens pour genre 3 piastres. Ah ouais, c'est terrible. Nous, à l'interne, c'est un peu un running gag dans l'équipe. On dit tout le temps, il faut qu'on. Les clients, ils veulent ça, mais écoute, c'est pas des choses qui coûtent très, très, très cher. Là. Donc, c'est encore plus drôle quand on arrive chez des clients, ils disent ah ouais, mais là, le coût, nous, on part à rire. On dit non, attends un peu, là, la démo, elle va coûter quelques cents. C'est pas ça qui est. Faut pas que les gens aient dans leur tête que ça coûte cher. Là, les requêtes au niveau de l'IA générative, là, c'est pas ça qui est dispendieux. C'est pas ça qui est cher. C'est l'entraînement. Ben, c'est notamment l'entraînement, puis c'est pour le client, parce que c'est rare que le client va entraîner, vraiment. C'est toute l'infrastructure que tu dois tenir. L'infrastructure, tu maintiens, c'est-à-dire ton landing zone, tes Kubernetes, puis ces affaires-là. Ça coûte beaucoup plus cher que juste des calls API, parce que moi, je fais juste des calls API, puis genre, ça me coûte genre 15 cents, puis genre, j'ai du fun pour 15 cents. 15 millions de requêtes. Tu en fasses des requêtes avant de dépenser 15 cents. Là, je viens de mentionner aucun prix spécifique. Là. J'ai juste joké un peu sur le contexte. Non, mais c'est ça, là, on ne parle pas des prix. Allez voir, si vous voulez voir les vrais prix, allez voir. Mais, on parle pas de prix, ça. L'image, de toute façon, il y a un de tes collègues à Montréal qui en a fait justement sur LinkedIn, qui avait fait une référence à ça, que ça représente quoi, 1 million de tokens? Puis genre, 1 million de tokens, c'est genre, c'est énorme. Ça juste, c'est 1 heure de vidéo, exact. C'est des livres, c'est super. En termes de texte, 1 million de tokens, là, c'est juste malade. Là. Mais dans les choses qu'il annonçait dans le keynote, justement, le nouveau modèle, il permet de rentrer jusqu'à 1 million de tokens. Puis ça, ce que ça fait comme impact, c'est que tu peux littéralement rechercher dans un vidéo YouTube spécifique. Parce que tu dis, moi, j'ai ce vidéo-là qui peut durer, mettons, 45 minutes. Juste savoir, fais-moi un résumé de cette vidéo-là en quelques secondes, puis il va être capable de rentrer le vidéo au complet dans le Gemini, puis te sortir le résultat. C'est impressionnant. Oui, c'est effectivement. Puis je pense de mémoire, tirez-moi des tomates, je pense que c'est 3$ pour 1 million de tokens. Tu sais, 1 million de tokens, c'est vidéo d'1 heure. Puis, mais une vidéo d'1 heure, c'est énormément de contenu. Si on prend ça dans un contexte de pur texte, 1 million de tokens, c'est énorme comme information. Puis c'est très rare que les organisations, en termes de contenu, vont avoir 1 million de tokens comme contenu. Ça en fait beaucoup. C'est quoi les autres affaires que tu as vues, Annex, cette semaine qui t'ont allumé ou qui t'ont donné des idées? La gouvernance des données, c'est fondamental pour le AI. Gouvernance, tu dois avoir des cas aussi. Oui. Si la maturité, en tout cas, ce que moi je vois de mon côté, c'est pas là. J'imagine qu'il y en a encore des croûtes à manger. Là. Un des use cases qu'on avait en démonstration au kiosque de sécurité cette semaine, Annex,
On montrait comment intégrer Cloud DLP dans un endpoint de Vertex AI. Parce que j'ai eu cette discussion-là avec vraiment beaucoup de clients. Un des défis qui existe avec les LLM, c'est que soudainement, tu pourrais potentiellement devenir propriétaire de PII que tu n'as jamais demandé, que tu n'as jamais souhaité avoir, mais que tes clients, pour plein de raisons, décident de te les donner. Puis là, tu es un peu poigné avec ça. Le PII, ça fait longtemps là, que je fais ça, là, depuis des années, c'est surtout, on ne veut pas le perdre, on ne veut pas l'égarer, on veut pas qu'il s'envole par magie. Là, on n'est plus dans ce problème-là. Le problème, c'est qu'on ne veut pas le recevoir, ce qui est complètement différent. Fait que là, c'est un agent, c'est un chatbot qui sert à ton service à la clientèle ou qui sert à commander des produits ou à faire une transaction. Que là, tes clients te donnent de l'information que tu n'as pas besoin, mais ils te la donnent pareil. Oui, effectivement. Puis ça, j'ai eu une session spécifique là-dessus qui expliquait qu'ils utilisaient un modèle en amont pour détecter ça et redact automatique. Fait que quand il passait dans le vrai modèle, c'est-à-dire quand il passait dans la question, dans le LLM, il était juste il marquait juste genre name of the user ou first name ou credit card mais il marquait un token à la place. Fait que le contexte était continué. Ouais. Fait que tu savais que c'est une carte de crédit, le LLM savait que c'est une carte de crédit, mais il n'y avait pas le numéro de la carte de crédit. Parce que là, la réalité, là, c'est qu'on risque d'avoir des LLM au Québec sujet à la loi 25. Parlons-en. Notamment. Parce que là, tu as un client qui dit « Bonjour, je m'appelle Jean-Paul, j'habite à Saint-Julie à telle adresse. Mon numéro de téléphone, c'est ça. » Là, il est tout en train de te donner de l'info que tu veux pas avoir. Tout ce que tu as besoin, c'est quoi ton numéro de client, s'il te plaît? Mais là, il te donne de l'information, puis là, c'est ce que ça veut dire. Là, c'est là que tu deviens propriétaire de cette information-là. Tu deviens automatiquement assujetti loi 25. Ça veut dire qu'il faut que tu sois capable de la tracer, que tu sois capable le droit à l'oubli, il faut que tu sois capable de la reporter si jamais il y a une brèche. Écoute, tu veux pas ça. Fait que comment est-ce que tu fais pour couper ça à la base? Ben ça, c'est un des défis qu'il faut régler, puis on est capable de le faire avec nos outils de DLP. Oui, notamment, mais c'est justement des outils que tu es entraîné pour détecter l'information. Puis là, c'est là où on embarque dans des nuances intéressantes parce que le modèle est utilisé, il est entraîné, il le détecte et il bloque. Fait qu'à ce moment-là, si l'information n'est pas mise dans le vrai bout LLM, c'est-à-dire que là, c'est un modèle AI conventionnel qui l'a détecté. Là, va le redacter avant de l'envoyer dans le LLM. Puis le LLM, là, quand il va répondre, mais il ne répondra pas avec l'information. Et l'information n'aura jamais touché le LLM. Puis parce que tu sais, là, les gens qui me disent que oui, mais là, tes infos ne servent pas à entraîner le moteur. C'est parce que c'est un peu une mauvaise compréhension de comment les moteurs fonctionnent au niveau du LLM. Il y a toujours un danger que tes informations finissent par être absorbées d'une façon ou d'une autre par le modèle. Parce que c'est comme par osmose. En tout cas, bref. En fait, ce qu'on voit dans les architectures de référence, puis, by the way, je te l'ai envoyé, hein, cette semaine, on en parlait pendant qu'on était à Annexe. On a publié, puis je pense que je vais t'envoyer le lien, on va le publier sur le site du podcast si tu veux, le guide de référence officiel des best practices pour sécuriser l'utilisation de l'AI avec Google. Essentiellement, il y a deux trucs qu'il faut sécuriser. Au niveau du modèle. Tu as vraiment l'entraînement du modèle, ça c'est une chose, puis l'inférence du modèle. Ça, c'est quand tu le roules. Ce qui est important de comprendre, c'est vraiment de dissocier ces deux enjeux-là, parce qu'ils vont avoir, pas ces deux enjeux-là, mais ces deux façons d'utiliser les AI-là, parce que ils vont avoir des façons de sécuriser différentes aussi. Quand tu entraînes le modèle, ce qui est important, c'est vraiment la traçabilité des données. Tu vas être capable que, le modèle soit pas corrompu, qu'il n'y ait pas des gens qui vont altérer les données qui sont utilisées dans l'entraînement. Parce que le modèle, à la fin de la journée, une fois que tu l'as entraîné, c'est un résultat, c'est une formule mathématique que tu vas opérationnaliser par après. Quand tu l'opérationnalises, ben là, c'est juste les tokens, les paramètres que tu vas rentrer dedans et tu vas fine-tuner. Là, ça va te sortir un résultat. C'est des enjeux de sécurité qui sont différents. Oui, tout à fait. Puis il y a eu quelques conférences qui adressaient ces points-là. Puis j'ai trouvé ça très cher parce que justement, ça parlait dans toutes les phases du AI, de où tu dois et quelles sont les mesures spécifiques pour chacune des phases parce qu'elles sont différentes. Le temps avance, fait qu'on va. Le dernier sujet, c'est GDC, c'est le volet, le cloud on-prem de Google.
Et j'ai même appris aujourd'hui qu'on était capable de le rouler déconnecté, c'est-à-dire qu'il y a des façons d'arriver, parce que les gens ont peur dans certaines circonstances. Puis j'ai vu une démo, genre comment rouler une base de données AirGap. Puis j'ai vraiment très cher parce que c'est vraiment GDC. Ils ont mis ton rack chez vous, mais AirGap, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui y touche. Tes données sont chez vous, physiquement chez vous. Personne, c'est pas dans le cloud, mais ça a toute la puissance du cloud chez vous. J'ai vraiment hâte de lire là-dessus. Sans farce, quand ils ont dit que Vertex était rendu disponible sur le Edge Computing, honnêtement, à part le keynote, j'ai pas vu le détail. T'sais. Je veux vraiment me renseigner là-dessus parce que ça permettrait d'éviter un paquet de problèmes de souveraineté des données. Ce qui montre, notamment, puis nouveau, ça, c'est des bases de données, puis avec AlloyDB. Puis la démo qu'il a faite, c'est qu'ils ont mis il y a un moteur de AI dans AlloyDB en GDC. C'est qu'elle a fait tes queries directement dedans parce qu'il est capable d'absorber tes données en vecteur, parce que c'est ça, essentiellement ça. Fait qu'Alloy est capable de supporter tes données en vecteur et tu es capable de le query. Bon, bref, c'est une langue inconnue. C'est de l'envoyer des requêtes dedans puis de le faire en format intelligence artificielle. Il va te répondre en conséquence comme ça, mais local. Tout est reste demeure local dans ta base de données d'AlloyDB, dans ton chose chez vous, et c'est déjà là. AlloyDB, pour la petite histoire, parce que je pense que ceux qui écoutent le podcast, je vais les expliquer un peu qu'est-ce que c'est AlloyDB. Chez Google, toute l'infrastructure l'infrastructure qu'on a bâtie pour YouTube, pour tous nos produits, ça permet de découpler le processing du stockage de données. C'est malade. Puis ça a l'air de rien. Mais quand tu as un serveur de base de données, généralement, c'est une entité autonome qui a du compute et du stockage. Puis ceux qui sont des administrateurs de base de données le savent très bien. Là, ceux qui gèrent du MySQL et du Postgres, ils sont pris à avoir des répliques. Il y a des problèmes de synchronicité des données. Laquelle tu utilises, ça prend des masters, de toutes sortes de réplicas. Bien, tout ça, la cause fondamentale, c'est que le processing et le stockage sont fusionnés ensemble. Parce que si tu fais trop de requêtes, à un moment donné, tu vas sursaturer ta capacité, alors que tout ce que tu veux, c'est aller chercher les données. AlloyDB, il est basé sur l'architecture de BigQuery, où est-ce qu'on a découplé, on a séparé le processing du stockage. Fait qu'il y a vraiment une différence entre tu peux faire autant de requêtes que ça te tente, ça ne va pas affecter la performance de l'accès aux données. Fait que tu peux y aller littéralement faire des queries analytiques par en arrière en roulant des modèles, en roulant des queries, utiliser des vecteurs sans tuer les performances. Puis ça, c'est la grosse différence. AlloyDB, c'est basé sur quelque chose qui ressemble énormément à Postgres. Ce que ça fait, c'est si jamais tu as un modèle, tu as un schéma Postgres que tu utilises dans ta base de données, la conversion à AlloyDB, ce qu'on se fait dire à l'interne, là, c'est entre 70 à 80% compatible. Fait que le vrai travail à faire il est très court versus si tu passes, mettons, de MSSQL à MySQL, c'est quand même une grosse job de réécriture au niveau de l'application. Fait que n'importe qui a du Postgres aujourd'hui, qui vient sur Google Cloud, honnêtement, c'est un no-brainer d'investir à convertir ça parce que là, ça va te donner accès à tout ce que tu as mentionné au niveau de l'AI. Tout à fait. Fait qu'on a ça localement dans ton data center à Baie-Saint-Paul, comme tu m'avais mentionné justement. Fait que tu peux avoir ça chez vous dans ton sous-sol. Puis il y a des coûts là, associés à ça, mais quand même, fait que tu as toute la puissance du cloud chez vous avec toute cette capacité-là. On va arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, moi, j'ai beaucoup de choses qu'il faut que j'atterrisse dans ma tête parce que j'ai beaucoup d'informations que j'ai absorbées. Toi, il faut que tu fasses ce travail inverse, c'est-à-dire qu'il faut que tu absorbes de l'information comme ça. Fait qu'on revient là-dessus une deuxième fois, comme on a fait l'autre fois aussi. On va revenir sur les sujets de façon peut-être un peu plus approfondie, mieux organisée aussi. Parce que là, on était un peu fou parce qu'il y a tellement de données. Puis moi, c'est dans ma tête, tout est comme... c'est un énorme graphe dans lequel je me suis promené de façon aléatoire. Fait que je te remercie énormément. Je te remercie encore de m'avoir fait connaître cet événement-là l'année dernière. Puis j'espère qu'on va faire une troisième shot l'année prochaine. Ça m'a vraiment fait plaisir. Je suis super content que tu sois venu. Écoute, c'est une belle tradition qu'on est en train d'instaurer. Puis j'espère que ça va continuer pour longtemps. Exactement. Hey, salut Nicolas. Hey, plus.